Bon vendredi à tous. Belle semaine qui se conclut autant en termes d'invités que d'ensoleillement et de température. Max Hawkerson, comment ça va? Je me porte à ravir. Merci, Jeff. Toi, t'es en forme? Très en forme, très en forme. De petites journées de congé au début de la semaine, ça revampe un peu l'énergie. Bon, excellent, excellent. Écoute, aujourd'hui, on reçoit Jean-François Ménard. Puis, je trouve ça important là, de donner le CV un petit peu de Jean-François, de son parcours actuel. C'est un gars qui a travaillé avec le Cirque du Soleil, euh, qui a aidé plusieurs athlètes au cirque à faire multiples performances historiques. Il a travaillé avec les Blue Jays, il a travaillé avec le FBI, il a travaillé avec des athlètes olympiques comme Michael Kingsbury. Il a créé Cambio Performance, qui sont un organisme de préparation mentale. Il a été coach invité à l'équipe nationale féminine de baseball avec André Lachance. Il est conférencier actif. Il est auteur de l'Olympien au bureau. Il s'occupe aussi de la préparation mentale de Laurent Duvernay-Tardif, Marie-Ève Dicker. Un très long CV, puis je pense que nos auditeurs vont le trouver très intéressant aujourd'hui. Jean-François Ménard, mesdames, messieurs. Bon matin, les gars. Ça va Bon bien? matin, bon matin. Bon matin, Jeff. Hey, Bien vendredi content de... matin, sincèrement, là, de parler de baseball un vendredi matin, il n'y a rien de mieux. Tu sais, le vendredi, on veut, surtout le matin, là, on veut faire des choses qui nous activent là, tu sais, pour bien partir la journée puis rentrer le week-end en feu. Fait que je vous remercie de m'avoir invité un vendredi matin pour faire ça. Ben, merci à toi. Merci à toi. Vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, moi, je suis content de t'avoir ce matin parce que, honnêtement, je te connais quand même sans te connaître, en fait. Là, puis, c'est ça. J'ai bien des questions, bien content de t'avoir ce matin. C'est toujours intéressant. Le côté mental du sport, je pense je veux pas dire qu'on le sous-estime, là, mais c'est tellement important que j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Jeff, en fait, je vais te reprendre, on le sous-estime. Puis je Ah, dis pas OK. ça, c'est pas parce que je suis biaisé, parce que je gagne ma vie à faire ça, mais encore aujourd'hui, c'est un peu, c'est encore tabou, on va le dire. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, non, je ne vais pas travailler en préparation mentale ou avec un psychologue parce que je n'ai pas des problèmes psychologiques. Écoute, ça n'a aucun sens de dire ça encore aujourd'hui, puis surtout avec ce qu'on connaît avec la santé mentale, puis tout ça. Écoute, si on pense à quelqu'un qui travaille son côté technique dans son sport, pourquoi on fait ça? Pourquoi on prend des swings? Pourquoi on apprend à lancer la balle? Pourquoi on apprend à fielder des balles au baseball? Parce que les exigences de la game le demandent. Pourquoi on entraîne notre corps à être plus fort, plus puissant? Ben, c'est parce que les exigences de la game le demandent. Ben, les exigences de la game demandent un côté psychologique extraordinaire aussi, de devoir rebondir d'échecs, de pouvoir se concentrer, d'imaginer notre présence au bâton qui s'en vient. Euh, fait que moi, je ne travaille pas avec des athlètes qui sont faibles mentalement. Je travaille avec des athlètes qui veulent devenir plus forts mentalement. Fait qu'ils n'ont pas des problèmes. Ils veulent juste amener ça à un autre niveau parce qu'ils savent très bien qu'il y a de la pression à gérer, il y a de la nervosité à gérer. Puis surtout dans votre sport, je veux dire, c'est tellement un sport psychologique que pour moi, ce n'est pas juste une question de Ah, ben ça pourrait peut-être m'aider. Mais non, c'est essentiel. Ah Ça ouais, Vraiment. va tout à aider. fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Puis avant de se lancer dans le baseball, Max, euh, je pense qu'il y a un bel exemple dans les dernières semaines. Michael Kingsbury qui fait que t'as sous ton aile, excuse-moi, qui s'est blessé sérieusement au dos, puis qui revient en gagnant des championnats du monde, puis comme s'il n'avait jamais perdu une seconde. Là, j'imagine que côté mental, ça a été tough pour lui, cette petite période-là. Là. Quelle histoire. Puis, tu sais, Michael, il donne beaucoup de crédit à ce que je lui apporte dans les médias, puis tout ça, puis il est super gentil de le faire, mais lui, il n'a aucune idée à quel point que lui m'enseigne des choses. Tu sais, à la base, c'est un gars qui est extrêmement fort mentalement, puis moi, je dis, il n'arrête pas de m'émerveiller. Quand il s'est blessé là, au mois de décembre, ça il y a à peine 3 mois, hey, il s'est brisé 2 vertèbres dans le dos, là, Ouais. c'est pas rien, là, Mm. OK? Puis, juste pour mettre en contexte, lui, ça n'avait jamais vraiment blessé avant. Tu sais, il avait manqué, je pense, le plus de journées d'entraînement qu'il avait manqué d'affilée à cause d'une blessure, je pense à 3 jours. OK. Pas 3 semaines, 3 mois, là, 3 jours. Dans un sport de ski de boss, c'est du jamais vu. Ah ouais. Fait qu'on ne savait pas comment elle allait réagir. Même si c'est un gars qui est fort mentalement, puis tout ça, toutes nos premières expériences, les gars, vous le savez, surtout des expériences qu'on vit un choc, on ne sait pas comment l'être humain va réagir. Mais wow, qui était. Tu sais, tout de suite, là, quand il revenait à la maison, parce qu'il s'est blessé en Finlande, c'est tout de suite en mode on fait quoi? C'est tout de suite solution. Là. OK, là, Jeff, on fait quoi? Là? Puis toute son équipe, là, autant d'un point de vue médical que préparation physique en ski, on s'est mis ensemble puis on a créé un plan parce que ce gars-là, il marche avec des plans. Puis j'avais utilisé la métaphore d'un escalier.
Si tu veux arriver au deuxième étage, qui était le retour à les Coupes du Monde, ben, tu as des marches à faire pour te rendre là. Puis, comme monter un escalier normal, on peut prendre 3-4 marches à la fois, mais c'est risqué. Et on risque de se trébucher, puis chacune des marches était bien établie comme, tu sais, s'organiser bien dormir, ensuite faire un petit peu de vélo, ensuite commencer à faire plus d'exercices dynamiques dans le gym, ensuite retoucher la neige tout simplement, ensuite commencer à faire des petites bosses, ensuite commencer à faire un premier saut, puis ils ont toutes respecté les étapes, puis écoute, je vous le dis, là, je pense que le ski qu'on a vu depuis les dernières semaines, c'était le meilleur ski de sa carrière. Après avoir été défié comme ça se peut pas. Fait que c'est sûr qu'il y a un côté psychologique de ce côté-là. Il n'y a pas juste ça, mais il ne faut pas le sous-estimer. Non, puis on l'a eu en entrevue, Michael Kingsbury, en entrevue privée avec tous nos joueurs de l'ABC. Puis l'assurance, la confiance qu'il avait, puis le discours, c'était un peu « je suis le meilleur », puis je m'arrange pour rester le meilleur. Tu voyais qu'il était inébranlable. Il nous avait même dit qu'il n'avait jamais été blessé. Là, malheureusement, il s'est blessé. J'ai eu peur un peu qu'il ne revienne plus jamais à l'ABC, mais il est revenu en force. Fait qu'on était contents. Mais ton rôle, là, j'imagine que ce pas tous les athlètes qui ressemblent à Michael Kingsbury. Si on regarde les autres athlètes avec qui tu travailles, j'imagine que tu dois toujours t'adapter à l'angle que tu vas utiliser pour les aider. Tout à fait. Puis c'est ça que j'adore dans mon travail. Tu sais, moi, personnellement, je ne suis pas un gars de routine. J'aime pas ça, travailler dans le même contexte tout le temps. À un moment donné, j'ai besoin de changement. Je suis fait comme ça. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai adoré travailler au Cirque du Soleil. C'était mon premier job en sortant de l'université. Écoute, je travaillais avec des cracheurs de feu, des acrobates, des jongleurs, des clowns qui venaient de. Écoute, j'ai compté à peu près, je pense que j'ai travaillé avec au-delà de 40 différentes nationalités. Aller à des adolescents, aller à des adultes d'une soixantaine d'années. Fait que quand je suis sorti de là, c'était juste normal de travailler dans différents sports. Fait que, en ce moment, je travaille avec, pour les 2 prochains Jeux olympiques, là, je travaille avec 21 athlètes en 14 sports olympiques. Plus différents athlètes de différents sports professionnels, puis je travaille avec des chirurgiens, des policiers, puis effectivement, je veux dire, ils vivent toute la pression. C'est tous des gens qui veulent s'améliorer. Fait qu'au niveau des habiletés psychologiques qu'on travaille, c'est la même chose. C'est juste que le langage va changer parce que le contexte n'est pas différent. Puis ce que j'adore de mon travail, c'est en plus que chaque être humain est différent. Fait que ce que je travaille avec Marie-Ève Dicker, ce que je travaille avec Laurent Duvernay-Tardif, ce que je travaille avec Michael Kingsbury ou avec un chirurgien plastique, le langage va changer, mais ce qu'on travaille ensemble, c'est quand même très semblable. La pandémie, la dernière année, on a parlé tantôt, là, ça a été quelque chose d'éprouvant pour tout le monde, mais qu'est-ce que ça a changé pour toi? Comment ça a été pour les athlètes au niveau mental? Tu sais, là, au lieu d'être one-on-one avec eux, on est plus en Zoom. Est-ce que le travail est plus de leur côté, plus difficile, vu que justement en pandémie, l'éloignement avec toi et tout ça? Oui, tout à fait. Écoute, ça a été spécial, JF, parce que, tu sais, ce qui est vraiment particulier de la pandémie, c'est que tout le monde a été affecté. Ouais. Tu sais, tu prends un athlète qui se blesse ou une équipe qui est sortie des playoffs. C'est toutes des situations particulières qui vivent leur propre défi. Mais là, tout le monde, au mois de mars l'année passée, a été affecté. Ouais. Fait que la raison que je mentionne ça, c'est que même moi, je vais l'admettre, je vais me rendre vulnérable, là, puis ça ne me dérange pas d'en parler. Moi, j'en ai arraché. Là. Au mois de mars, avril, mai, l'année passée, là, même à quelqu'un qui enseigne ces choses-là, de gérer l'incertitude, puis écoute, je ne suis pas un robot, là, je suis un être humain avec des émotions, puis moi, j'ai trouvé ça difficile. Puis ça m'a pris un bon mois et demi avant que je m'adapte. Puis c'est vraiment l'effet de choc. À un moment donné, on vit un peu le déni, c'est qu'on n'y croit pas trop. Puis à un moment donné, la réalité nous frappe en pleine face, puis là, il faut trouver des solutions. Fait que ça n'a pas été facile pour les athlètes, vraiment. Là, ça n'a vraiment pas été facile. Puis surtout les athlètes olympiques, c'était une année olympique l'année passée. Hein? Ouais. Fait que tout le monde se préparait pour les Jeux d'été. Ouais. Puis là, ça a été repoussé 1 an. Puis là, ils n'ont pas de compétition. Puis il faut qu'ils s'entraînent dans leur salon. Ils ne peuvent pas voir leurs entraîneurs. Ça n'a vraiment pas été facile. Mais pour le bien du podcast ce matin, ce que je veux partager, faire réfléchir les gens, c'est que malgré que ça n'a pas été facile au début, les athlètes, à la base, quand tu penses ou je dirais le monde du sport en général, on a des cerveaux qui s'adaptent. On est fait de même. Tu sais, d'être dans un match de baseball où est-ce que tout va bien les 3 premières manches, puis là, bang, c'est en 4e manche, on se fait mettre 5 points à pleine face.
Hey, on vit des émotions, là. On n'est pas content. Il faut trouver une façon de rester concentré. Fait que, tu sais, puis là, c'est un petit exemple, mais tu sais, il y en a plein d'exemples comme ça dans le monde du sport parce qu'on a des cerveaux qui gèrent l'adversité. On est fait comme ça. Fait que moi, un des messages que je donnais toujours aux athlètes, c'est saviez-vous qu'une des choses qu'on aime le plus du sport, c'est l'inconnu? Puis souvent, les athlètes me regardent et disent ben voyons donc, de quoi tu parles? Je dis ben, écoute, si je vous dis, disons, là, on va voir un match Blue Jays, OK? On s'en va ensemble, on conduit nous trois là, de Montréal, on s'en va à Toronto, là. Puis pendant qu'on est en route, là, pour aller voir le match des Blue Jays, je vous dis, hey les gars, les Blue Jays gagnent 6-1 à soir. Mais pour vous aller au match, je vous le dis, si le match finit 6-1, ben, évidemment, on ne veut pas savoir ça. Ce qu'on adore, c'est de vivre le match puis de ne pas savoir ce qui va arriver. Fait que la pandémie, ça a été un peu ça. C'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver en 2 semaines, dans 2 mois, dans un an. Puis je rappelais ça aux athlètes constamment. Puis moi, je suis un grand croyant, les gars, que la meilleure façon de gérer de l'incertitude, c'est en mettant le focus sur les certitudes. Mm-hmm. D'essayer de prévoir ce qui va arriver dans 3 mois, on ne sait pas. Même pour vous autres cet été, on ne sait pas ce qui va avec le baseball exactement. Non. Mais ce qui se passe dans la prochaine semaine, on a une bonne idée. Puis de plus en plus qu'on met notre focus là-dessus et qu'on se prépare avec ça, bien, ça va s'occuper de peu importe ça va être quoi dans les quelques prochains mois. Donc, les athlètes ont été très bons, je dois dire, là, puis on a eu beaucoup de plaisir à profiter de ce temps-là, à parler de plein de choses qu'on habituellement n'a pas le temps parce qu'on est toujours en train de se préparer pour des compétitions. Fait qu'il y a eu, c'est sûr qu'il y a eu des défis, mais je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de positifs qui est sorti de ça aussi. Je prends la balle au rebond, je t'amène du côté de l'attitude. Tu compares souvent l'attitude positive versus la bonne attitude à avoir. Puis ça, je pense que c'est important pour les joueurs qui sont à l'écoute, pour les entraîneurs aussi. Comment on peut transposer ça vers le baseball en comparant les deux attitudes possibles? Tout à fait. Bien, écoute, je ne sais pas si vous avez lu le livre Le Secret, en anglais The Secret, qui a été publié, je pense, en 2001 ou 2002. Ouais. Écoute, c'était super populaire, le livre. La raison que c'était populaire, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de livre qui a été publié comme ça. Puis c'est le concept de ce qu'on appelle la loi d'attraction. Parce que tu as des pensées positives, tu imagines un futur rose, ça va arriver. C'est pas tout à fait ça. Oui, il y a de la vérité à ça, mais moi, j'ai de la misère avec être toujours positif. La raison, c'est que souvent, quand on a une attitude toujours très positive, c'est qu'on va masquer des émotions profondes qui sont peut-être plus du côté négatif qu'on doit vivre comme être humain. Comme de la frustration, c'est important de la laisser aller quand on est frustré. Si on a de la colère, si on a des regrets, si on a peur de quelque chose, c'est important de le vivre, d'en parler, puis de trouver des outils pour le gérer. Puis de juste masquer ça avec du positif ou être constructif, c'est pas toujours la meilleure solution. Puis moi, je suis un grand croyant on apprend beaucoup par contraste. On apprend comment avoir une bonne présence au bâton en ayant quelques présences qui sont poches. Ouais. On apprend à gagner quand on perd. Les Canadiens, on aime l'été parce qu'on a des hivers. On est fait de même. On apprend et on apprécie beaucoup par contraste. Donc, pour moi, il y a une grande différence entre avoir une attitude positive et avoir la bonne attitude. Puis ce que je veux dire avec ça, c'est que si, disons, là, on prend un lanceur au baseball que, écoute, ça fait des semaines qu'il travaille sur sa constance, d'avoir des petites routines où quand il abat sur le monticule, peu importe le type de match qu'il va vivre, il veut s'assurer de rester concentré puis de porter attention à ce que le receveur demande, puis de travailler sa précision, puis bon, je pourrais en parler pendant longtemps. Si, là, il travaille fort là-dessus puis que finalement, ça ne porte pas fruit dans le match, à la fin du match, là, à titre de préparateur mental, la dernière chose que je veux que ce lanceur-là se dise, puis que l'entraîneur lui dise, c'est « Ah, c'est pas grave, là. Il va en avoir d'autres ou c'est pas la fin du monde. » Écoute, pour le jeune, c'est peut-être la fin du monde. Puis c'est correct. C'est correct qu'il soit frustré. Moi, je veux qu'il soit frustré par rapport au fait qu'il n'a pas pu appliquer ce qu'il a travaillé, mais je ne veux pas qu'il reste dans cette frustration-là trop longtemps. Et là, la distinction. Exact. Tu prends un Tiger Woods, là, Tiger Woods, le golfeur. OK, là, il y a bien des affaires associées à Tiger Woods maintenant, là, mais Tiger Woods, restons dans le golf.
C'est ça. Puis, tu sais, il faut admettre que ce qu'il a réalisé dans le golf, c'est surhumain. Moi, j'ai grandi avec Tiger Woods, puis quel athlète. Je veux dire, de performer sur demande, il y en a très peu que j'ai vu comme lui. Mais quand Tiger Woods, dans ses bonnes années, là, il faisait un mauvais coup, est-ce qu'il était souriant après? Est-ce qu'il était joyeux? Pas pantoute. Tu le voyais lancer son bâton, ou tu sais, peut-être pas toujours lancer son bâton, mais tu le voyais, tu sais, grimacer, puis sérieux, puis il n'était pas content. Rugir. Puis là, la caméra revenait sur lui 30 secondes après, puis tu le voyais plus, ce visage-là. Il était passé à autre chose. Il avait vécu la frustration, il l'a expulsé, puis en passant, il y a quelque chose qu'il faisait, ce gars-là, puis on le voit. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup, vous n'êtes peut-être pas au courant, là, mais il utilisait une technique où lorsqu'il n'était pas content, il contractait ses muscles, il contractait ses avant-bras, contractait son thorax pour vraiment, là, de vraiment ressentir la frustration, puis là, la ressortir. Puis là, en marchant, c'était tout de suite solution. OK, et où ma balle? Commence à planifier ce que je vais faire. Puis, mais il n'était pas positif là, tout de suite après son coup. Là. Parce que s'il était positif, il disait c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais là, tu as le risque de transporter cette frustration-là dans ton prochain coup. Comme lanceur, d'amener ça dans ton prochain match. Ou comme frappeur, d'amener ça dans ta prochaine présence au bâton. Fait que pour moi, quelqu'un qui est fort mentalement, un Michael Kingsbury, c'est la même affaire. Ouais, tout à fait. Quand ça ne va pas bien, là, puis là, il y a des gens qui disent ça va toujours bien pour Mick. Non, ça ne va pas toujours bien pour Mick. OK? Dans les entraînements, il y a des moments que ça ne va pas à sa façon. Puis, il m'a dit, là, Mick est capable de se fâcher. Je ne sais pas s'il en a parlé dans votre podcast, mais quand il se fâche, il est capable de se fâcher. Mais il ne reste pas là-dedans longtemps. Ouais, il passe à autre chose. Puis c'est en se fâchant de temps en temps, puis que ça ne va pas de la façon de temps en temps, qu'on apprécie beaucoup plus quand ça va bien, puis qu'on se force à trouver des solutions. Écoute, je vais finir en disant, en expliquant un petit peu cette définition d'être fort mentalement. Souvent, les gens me demandent de définir, ça veut dire quoi être fort mentalement? Puis selon moi, d'être fort mentalement, ça veut dire de choisir d'avoir la bonne attitude dans des moments que tu n'es pas supposé de l'avoir. Okay. D'avoir une bonne attitude quand les choses roulent, là, quand les choses vont bien. Facile. C'est facile. Ben, facile, tout le monde est capable de faire ça. Tu ne deviens pas plus fort mentalement dans ces moments-là. Tu deviens plus fort mentalement quand tu es challengé, puis que tu dois choisir de voir le bon côté des choses, de trouver des solutions dans des moments où est-ce que tu es dans la merde. Excuse-moi le langage, mais non, on parle de sport, là, fait qu'on utilise ce langage-là. Puis tu sais, je vais donner un exemple, puis écoute, je ne connais pas l'athlète personnellement. Mon exemple, c'est vraiment basé sur ce que je vois de l'externe, mais je vais l'utiliser parce que c'est un exemple québécois que tout le monde va pouvoir comprendre. Je prends Eugénie Bouchard, par exemple. Tu sais, Eugénie Bouchard, qui a eu un succès incroyable, puis qu'on l'a-tu aimé, Eugénie, quand elle est passée de 150e mondial à 5e mondial en peine de 1 an. Puis, tu sais, tout le monde disait, elle est tellement forte mentalement, puis tout ça. Puis oui, c'est vrai qu'elle démontrait plusieurs moments qu'elle était combative, puis, mais de se rendre au top, c'est en quelque sorte facile. Je fais attention à ce que je dis, mais c'est vrai. Tu sais, on est un peu naïf des fois. On se rend là, c'est comme, wow, comme c'est arrivé vite. Mais de rester là, c'est une autre affaire. Puis, tu sais, on regarde ce qui est arrivé par la suite, puis il y a peut-être un paquet de facteurs qui expliquent ce qui est arrivé aussi, puis je ne suis pas conscient. Mais ses comportements sur le court ont complètement changé, mais complètement lorsqu'elle était défiée. Ouais. Puis je trouve que c'est une belle image pour, public, pour expliquer l'importance de, on développe une force psychologique quand on est défié, quand ça ne va pas bien. Puis je prends toujours l'exemple aussi de lever des poids dans le gym. Tu sais, si on parle de prendre quelque chose de super simple, OK? Des bicep curls. Si tu fais juste lever des poids qui sont faciles, les 5, 10, 15 livres, si tu es capable d'en lever 25, 30, ben, tu ne deviendras pas plus fort physiquement parce que tu n'es pas en train de défier ta charpente. Mais si tu lèves, si tu es capable de lever 25, là, OK, on va essayer 27,5 ou 30. Puis là, commence à être difficile, mais là, tu apportes une autre technique, tu mets un peu plus d'attention là-dessus. Peut-être 2-3 semaines après, tu es capable de lever 30 livres. Exact. Mentalement, c'est la même chose. Il faut passer à travers ces moments-là de difficulté pour pouvoir éventuellement arriver à une situation où est-ce que ce qui nous a défiés il y a 1 mois, mais maintenant, ça ne nous défie plus. On est rendu ailleurs. Fait que pour moi, c'est ça la force psychologique. Puis de juste être positif tout le temps, c'est dangereux.
Puis de choisir d'avoir la bonne attitude dans les bons moments, pour moi, c'est la meilleure approche à avoir. Je trouve ça tellement intéressant pour vrai parce que je pense qu'on peut amener ça aussi dans des situations de vie, tu sais, un décès, une séparation. Il y a plein de choses qui peuvent arriver aussi, puis que c'est difficile, là, mais je trouve ça vraiment. Parce que en plus, moi, j'ai le réflexe d'être le plus positif possible. J'ai amené ça dans ma vie à un moment donné, puis je me rends compte que ouais, c'est vrai que des fois, il faut prendre un échec pour peut-être s'améliorer avec cet échec-là et tout. Tu sais. Mais je trouve ça vraiment pertinent. Puis parlant Ouais, d'échecs, en fait, vas-y, Max, excuse-moi. ouais, si tu m'excuses un instant, tu sais, sur le terrain, là, moi, ce que je vois beaucoup, c'est les gars sont prêts à vivre la frustration. Puis la question que je leur pose souvent quand ils sont fâchés puis qu'ils ne dérougent pas, c'est OK, c'est quoi la solution? Tu es fâché, là. Tu n'es pas Ouais. content. C'est quoi la solution? Qu'est-ce que ça veut dire la solution? Mais tu ne peux pas rester de même. Tu ne peux pas rester dans ton état de frustration. Tu l'as vécu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quel chemin qu'on prend? Parce que si tu restes dans l'état de frustration, puis souvent on dit ouais, mais tu es tout le temps positif, Maxime, je ne suis pas positif. Je prends l'attitude que tu devrais. J'essaie de t'amener avec moi où ce que tu devrais aller. Ouais. C'est correct de le vivre. Parce que moi aussi, des fois, je kick un panier de balles puis je ne suis pas content. Ça m'arrive. Sauf que rapidement, c'est tourne la page. C'est Tout à ça que fait. les gars ont de la misère à faire. Ben, la misère, puis sais-tu quoi qui ont la misère? Parce qu'elles ne sont pas prêtes. OK? C'est ça. OK. Ah, ouais, tout à fait. Donnez-moi quelques minutes pour expliquer ça, OK? Ouais. Moi, j'étais un joueur de balle, j'étais un joueur de softball. J'ai joué arrêt court toute ma vie. Puis, tu sais, à titre d'arrêt court, il y a de l'action, là. Tu sais, t'es Bien impliqué vite. dans quasiment tous les jeux. OK? Puis, moi, une question que je me pose comme arrêt court, puis tu sais, si je ne joue pas professionnel d'élite, là, mais je suis quand même compétitif. Quand je joue à balle, je joue à balle, je veux gagner. OK? Fait que je me pose toujours la question, Jeff, tu vas-tu faire une erreur à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année? C'est 100% sûr. Parfait, Jeff. Tu viens de reconnaître ça. Tu vas-tu faire une erreur d'ici le prochain mois? Il y a des très bonnes chances que oui. Bon, je reconnais ça. Jeff, y a-t-il une chance que tu vas faire une erreur ce soir? Puis la réponse est oui. OK? Fait que, étant donné que je reconnais, j'admets que c'est sûr qu'il y a des erreurs qui vont arriver, je vais être plus prêt à l'accepter. Mais si un athlète arrive dans son match, il dit moi, je vais être parfait. C'est sûr, je suis parfait. Si je ne fais pas d'erreur. Mais quand l'erreur arrive, on capote. Le système limbique devient très impulsif et réactif, puis que le focus est complètement changé, puis qu'on n'est pas capable de justement rebondir par rapport à ce qui se passe. Puis j'utilise souvent l'exemple de il faut avoir un cerveau qui fonctionne comme un GPS. Vous savez comment ça marche un GPS, les gars? Vous partez de chez vous, mettez l'adresse pour aller, disons, au stade olympique, pesez go. Puis là, ça vous trace un chemin pour vous rendre là. Bon, vous savez qu'à Montréal, il peut y avoir beaucoup de trafic, ou il peut y avoir de la construction, puis qu'à un moment donné, il va y avoir une route qui est barrée. Tu arrives là, puis qu'est-ce que le GPS fait de façon automatique? Il va recalculer la route. OK? Est-ce que le GPS chiale? Est-ce que le GPS va trouver des excuses? Ben non, s'il ne va pas dire ah, là, je vais arriver en retard, puis c'est pas juste, puis ça ne devrait pas être de même. Ben non. Bon, le GPS, de façon automatique, va trouver une solution pour te rendre à ta destination. OK? Comme joueur de balle, tu peux faire la même affaire. Fait que, par exemple, à titre d'arrêt court, quand je fais une erreur, ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner de bord, je vais regarder vers le champ, je vais prendre 3-4 pas. OK? Puis ça, pour moi, c'est un moment de transition pour dire OK, Jeff, là les beaux mots de l'Église, c'est le temps de les dire. Là. OK? Fait que sors-les, là. OK? Puis souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ma casquette, je vais la secouer, ou je vais kicker un peu de terre, un peu de sable. Puis ensuite, je vais me retourner. Puis le moment que je me retourne vers le frappeur ou le lanceur, ou l'avant-champ, bien, je n'ai pas le droit de me tourner jusqu'au temps que je suis prête. Fait que je me donne le luxe d'avoir 3-4 pas, 5-6 secondes pour laisser aller. Puis quand je me retourne, là, je suis prête à reprendre. Puis là, c'est le moment où je remets ma casquette, je me plante les deux pieds, c'est let's go. Puis la chose que je vais me dire, je ne veux pas être une victime de la situation, parce que c'est facile de se dire oh, le frappe pas à moi, si je viens d'en manquer une, frappe pas à moi. Puis tu sais, moi, le bail qui m'écoute en ce moment, on est tous pareils, là, c'est facile. Ça, c'est notre système limbique qui nous fait parler comme ça. Mais moi, je me force. Et je me le dis même des fois à voix haute. Amène-la à ta balle. Let's go, amène-la à ta balle, je suis prête. Puis je fais par exprès pour être sur mes orteils et non sur mes talons. Parce que d'un point de vue physiologique, quand on est vulnérable, on est sur les talons carrément. Son centre de gravité, là, il est un petit peu plus en arrière. Là, la balle arrive, puis là, tu n'es pas bien positionné, puis que plus souvent qu'autrement, ça devient plus difficile de faire ta tâche. Donc, souvenez-vous du concept d'une mentalité GPS, puis que tu peux quand même te rendre à ta destination,
même s'il y a des problèmes, même s'il y a des embûches. Puis, moi, je l'ai toujours dit, les meilleurs athlètes au monde, puis moi, je suis vraiment choyé de travailler avec plusieurs athlètes qui dominent leur sport, là, ils en font des erreurs. C'est juste qu'ils sont tellement bons à répondre rapidement à leurs erreurs qu'ils ne restent pas pognés là-dedans longtemps, puis qu'ils sont capables de retrouver du succès rapidement. Puis surtout au baseball, où est-ce que, tu sais, tu ne vas jamais frapper pour une moyenne de 1000. OK? Tu ne vas jamais passer une saison complète sans faire d'erreur. Comme lanceur, tu vas en lancer des balles, tu vas en marcher des joueurs. OK? C'est pas ça que tu veux éviter. Ce que tu veux éviter, c'est de rester, ce que tu veux absolument éviter, c'est de rester pogné pendant longtemps dans un mindset qui va t'enterrer, qui va t'amener à gauche, puis que tu ne veux pas aller là. Puis que faut se souvenir que le concept de mentalité GPS, c'est carrément du conditionnement psychologique. Le plus que tu conditionnes ton cerveau à arriver avec des solutions, bien, plus facile que ça devient par la suite de tomber dans ce type de mindset-là. Tout à fait. Puis, tu sais, je trouve le contraste quand même intéressant de ce que tu viens d'expliquer. Défensivement, on fait une erreur, puis écoute, ça peut être la folie dans notre tête, mais on accepte de frapper 3 en 10. Puis, tu sais, les joueurs de baseball professionnels sont millionnaires, ceux qui frappent 3 en 10. Là. Fait qu'il y a 7 erreurs sur 10 ou 7 mauvais coups. Tout à fait. Mais moi, je vais vous reprendre là-dessus parce que je sais que c'est une espèce de dicton de baseball. Là, OK? Frappe pour 300 puis que tu vas donner un millionnaire. Tu échoues 7 fois sur 10. C'est complètement faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Quelqu'un peut frapper 400, puis il y a 2 de ces 4 coups sûrs que ça a été des bonnes présences au bâton. Mais tu peux avoir une mauvaise présence au bâton pour un coup sûr quand même. Là. C'est vrai. Un mauvais swing, tu le pognes sur le bout du bat, si ça tombe par-dessus l'arrêt court, tu as un scratch. Là. OK? Ouais. Puis tu peux avoir quelqu'un qui peut avoir 8 super bonnes présences au bâton, puis frapper pour 200. Fait qu'il faut faire attention comment est-ce qu'on évalue qu'est-ce qui est un échec, puis qu'est-ce qui est un succès. Parce que tu peux avoir une super bonne présence au bâton, frapper une flèche, mais une flèche, là, tu as cogné solide, là, puis la défensive t'a bien placé, puis ils l'ont attrapé. Mais selon moi, ce n'est pas un échec, pas tout ça. Puis il faut faire attention dans le langage. Puis là, je vous mets sur le spot, là, mais il ne faut jamais oublier que surtout pour les jeunes, OK, qui sont encore mûrs, puis que, qui écoutent les entraîneurs, puis qui écoutent les paroles qu'on utilise. Puis moi, je mets un gros focus sur l'exécution de ce que tu fais et non le résultat. Puis surtout au baseball, parce que les probabilités que tu vas frapper plusieurs coups sûrs, ils vont augmenter si tes présences au bâton sont de qualité. Puis une présence au bâton de qualité n'égale pas un coup sûr. Puis ça, il faut faire bien attention. Oui, exact. Puis je vais t'amener là-dessus. Nous, on travaille beaucoup en quality at bat. Là, on a parlé de statistiques. C'est vrai que quand on regarde les statistiques, un frappeur de 300 dans le baseball majeur va gagner beaucoup d'argent. Mais effectivement, à notre niveau, même à l'ABC, puis c'est quelque chose qu'on essaie de beaucoup changer, c'est on compte ce qu'on appelle les quality at bat. Il y a un intéressant vidéo d'Evan Longoria. Donc, si vous allez sur YouTube, Evan Longoria, quality at bat, vous allez comprendre comment on calcule tout ça. C'est fascinant. Puis ça ne va pas en termes de coup sûr. Souvent, le scratch it, les mamans vont applaudir, les papas vont être contents dans les estrades. Puis la line drive qui est attrapée d'un main du chanson qui est sortie à 100 000 à l'heure, les parents disent ah, Colin. Tu vas sentir la perception dans les estrades quand, au contraire, le scratch it, on va dire ouf, pas fort ça. Puis que la line drive, ça devrait être yes, tu vas à shot. Tout à fait. Tu comprends? Puis Tout à fait. c'est comme ça qu'il faut amener nos jeunes. Mais nos jeunes ne sont pas éduqués de cette façon-là. Fait que quand ils nous arrivent, qu'on parle de quality at bat, puis qu'on est content qu'il ait fait une présence de 8 lancés, puis qu'il ait fini ça avec une flèche d'un mètre du troisième but, il nous regarde, il dit j'ai pas fait avancer à cause de l'équipe, j'ai pas fait de points, j'ai pas frappé la balle à 400 pieds. Comment toi, comme coach, tu peux être content? Là, c'est le clash de ce que moi, je perçois comme quelque chose de bien, puis ce que le joueur, pour lui, est quelque chose de bien. Donc, c'est pour ça que la préparation mentale aussi devient un aspect important de quand nos joueurs sont bien setupés entre les deux biscuits, comme je dis souvent, ben, ils vont être capables de rentrer au banc et dire j'ai pas besoin de vivre de frustration parce que j'ai eu un quality at bat puis j'ai avancé pour moi personnellement. Puis moi, je vais aller encore plus loin que ça.
un joueur, un frappeur là, qui est vraiment solide entre les deux oreilles, là, peut même voir un strikeout comme un quality at bat. Ben Parce oui. que c'est peut-être la présence qui va retenir le plus d'informations pour savoir quoi faire la prochaine fois qu'il arrive au bâton. Mhm. Par Absolument. exemple, par exemple, deux prises, puis là, dans sa tête, là, quand il y a deux prises, il commence à se dire, ah, là, faut pas t'en manquer, faut pas t'en manquer, faut pas t'en manquer, faut pas t'en manquer. Puis là, il swing dans le beurre, c'est même, tu sais, même pas proche, là. Ben, frustré, c'est correct, tu vis ta colère, mais l'apprentissage que tu peux avoir de ça, puis de te rendre compte, ben oui, mais c'est sûr, si tu n'as pas eu de chance de frapper la balle, tu te concentrais même pas à la balle qui sortait de la main du lanceur, ton focus était complètement interne. Tu n'arrêtais pas de te dire, manque-la pas, manque-la pas, manque-la pas. Fait que si tu es capable de faire cette réflexion-là puis d'apprendre de ça, il y a des bonnes chances que ta prochaine présence au bâton, elle peut être solide, là. Ouais. Fait que pour moi, c'est toujours une question de perception. Puis, puis vous êtes un sport tellement de statistiques. Puis c'est pour ça, des fois, c'est difficile de se détacher de ça. Tu sais, hey, vous avez des statistiques, vous autres, pour tout. Hein? C'est Ouais. incroyable. Ouais, puis la seule qu'il n'y a pas, c'est Quality at Bat. Elle n'est pas marquée QAB, là. Tu ne peux pas le calculer vraiment, Ouais. là. À Mais moins tu que tu vois, le fasses comme mais entraîneur. je lance le Ben défi oui, aux entraîneurs puis aux athlètes 100%. de peut-être garder un tableau de quality at bat puis que tu demandes aux jeunes de faire une auto-évaluation. À chaque fois qu'il revient dans l'abri, c'est peut-être dans un carnet ou de cocher. Qu'est-ce qu'il a appris de cette présence-là? Ouais, tout Je à fait. pense que je pense que ça se fait, puis c'est facile aussi. Hey, JF, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'ai des gens sur Facebook qui ont des commentaires, puis il y a deux choses qui reviennent particulièrement. Un, les gens veulent que tu reviennes à chaque semaine. Ils trouvent ça super intéressant. Fait que si tu es disponible, on va te prendre à chaque semaine. La deuxième chose, je veux que tu me parles absolument de ton livre. On parle d'athlète, Ouais. l'Olympien au bureau. Parle-moi de ça aussi un petit peu. Ben, écoutez, les gars, moi, ça fait quasiment déjà 15 ans que je pratique mon métier. Puis j'ai commencé ma carrière au Cirque du Soleil. Fait que pendant 5 ans, c'est moi qui étais le préparateur mental au siège social ici à Montréal. Puis on préparait les artistes avant d'aller sur les spectacles. Puis après ça, j'ai parti ma business en 2013. Euh, puis à l'époque, je travaillais pas mal plus avec des athlètes. Des athlètes, puis tu sais, des musiciens. Puis là, à un moment donné, à peu près 6-7 ans passés, je travaillais avec un athlète. Puis son papa travaillait dans une banque. Puis il gérait une équipe, puis tout ça. Puis là, il voyait ce que je faisais avec son fils, puis il disait, hey, ça te tente-tu de venir donner une présentation à mes employés? Parce que, tu sais, la préparation mentale, c'est pas juste dans le monde du sport. C'est nous autres aussi, on vit de la pression, là. Ouais. Fait que là, ça a été la première présentation que j'ai donnée, puis ça a parti, là, mais ça a parti. Écoute, je donne à peu près 60 à 70 conférences par année, autant dans le monde pharmaceutique que financier, que hospitalier, que scolaire, construction, dans tous les domaines, en fait, parce que tout le monde performe, là, tout le monde vit de la pression, là. Euh, Puis le commentaire qui revenait le plus après mes conférences, ou la question plutôt, c'était: As-tu un livre? On veut en savoir plus. Puis un peu comme le commentaire que tu viens de dire, tu sais, les gens ils veulent que je revienne, puis c'est génial, merci, là, ça me touche profondément d'entendre ça. Mais à un moment donné, puis moi, j'aime pas écrire, je ne suis pas un écrivain. Mais là, je me suis dit, là, la demande est là, il faut que j'écrive un livre, tu sais. Fait que, en tout cas, je me suis entouré de des bonnes personnes pour m'aider à écrire le livre. Puis finalement, le livre qui s'appelle L'Olympien au bureau, puis c'est la préparation mentale des grands athlètes transposés dans le monde du travail, c'est ça le sous-titre. C'était de permettre aux gens dans je dirais, la population hors sportive, si vous voulez, là, à comprendre que la préparation mentale s'applique dans tous les domaines. Fait que j'explique j'explique les habiletés psychologiques comme motivation, confiance, concentration, avoir un bon mindset, résilience, gestion de stress, et ainsi de suite, là. Fait que j'explique les concepts parce que je me rends compte que, tu sais, le mot motivation, on l'utilise souvent avec nos jeunes, hein, mais quand ça vient le temps de définir le concept de motivation, je me rends compte que ce n'est pas tout le monde qui sait ce que ça veut dire exactement. Puis la même chose pour toutes les autres habiletés. Fait que je m'assure de bien expliquer. Je donne plein d'anecdotes. Tu sais, du travail que j'ai fait avec Duvernay-Tardif, puis avec Kingsbury, puis Marie-Ève Dicker, puis je travaille avec Scott Moore, Tessa Virtue aussi, les patineurs artistiques, là, des êtres humains extraordinaires. Pour que ce soit vraiment pratique, que les gens comprennent, tu sais, en mise en application, puis ensuite, je finis chacun des chapitres avec des stratégies, vraiment pour appliquer ces habiletés psychologiques-là. Puis je fais toujours des références dans le monde du travail. Fait que je fais toujours des parallèles entre le sport et le travail. Puis je l'écris au jeu comme si tu étais dans mon bureau avec moi en arrière ici, là. Comme si je suis en train de te coacher.
Puis dans le livre, j'ai aussi ajouté à peu près une soixantaine de diagrammes visuels qui sont écrits à la main, comme si je l'avais écrit sur mon tableau blanc, là, pour appuyer justement les concepts que j'enseigne. Parce que, évidemment, quand on parle de la psychologie, des fois, c'est un petit peu abstrait. Puis des fois, ça prend une image, parce que une image vaut 1000 mots, hein, Ouais. pour appuyer justement quelque chose. Puis on le sait que, surtout dans le monde du sport, les athlètes, c'est des apprenants visuels. Quand on ajoute quelque chose de visuel, ils se souviennent plus de l'information. En tout cas, c'est ça le livre. Puis on est super content. Je l'ai publié en début de l'année dernière, puis il est déjà rendu best-seller au Québec, qu'on a déjà traduit en anglais, qui est sorti le mois passé, qui s'appelle Train Your Brain Like an Olympian. Puis on a même eu un éditeur russe qui a acheté les droits, puis que ça va être traduit en russe cette année à un moment donné. Là. On est super content. Ouais, félicitations pour ça. Ben oui, certain. On a mis le lien. Ben, Max Lamarche, en fait, a déjà mis le lien sur Facebook, puis on va le mettre sur YouTube aussi, un peu partout. Puis moi, ben, je te garantis que je pense qu'après l'entrevue, je m'en vais acheter le livre. Là. Ça m'intéresse beaucoup, ce type de livre-là. JF, un gros merci pour vrai, pour ton Merci temps. beaucoup. C'est super généreux. Puis j'espère qu'on va se reparler prochainement. Ben, merci les gars, c'est bien gentil. Puis bravo pour ce projet-là, c'est cool. C'est à travers les médias puis qu'on peut vraiment passer des messages. Fait que merci à vous. Merci beaucoup, Jeff. Salut. Bonne journée. Merci. Là. Bye bye. Bye.